Bravo, c'est super de nettoyer. Ces mamans sont devenues familières des rues d'Orlando en Floride. Mais elles ne nettoient pas uniquement pour faire plaisir aux voisins. Elles portent un véritable combat politique. Une théorie dit que l'on peut réduire la violence par arme à feu dans les espaces urbains en aidant les populations à être fières de leur communauté. Des études ont montré que dans les endroits propres, les violences ont baissé de 18%. Créée en 2012 au lendemain de la tuerie de l'école maternelle de Sandy Hook, cette organisation compte aujourd'hui 6 millions de followers. Partout dans le pays, des mères de famille tentent d'éradiquer la pandémie de violence par arme à feu, qui se propage chaque jour un peu plus. Est-ce que ça fait peur d'être une mère aux États-Unis? Oui. Je dis toujours que si j'y pense trop, mes enfants ne sortiraient pas de chez moi. L'autre jour, une maman a invité ma fille à jouer avec la sienne. Et je me suis dit, oh mon Dieu, il va falloir leur demander s'ils ont des armes chez eux. Et si oui, s'ils sont rangés dans un endroit sûr, car on ne sait jamais. Il y a quelques jours, mon fils qui est en CP m'a demandé: Maman, qu'est-ce qu'on fait si le méchant nous trouve pendant qu'on se cache dans la salle de bain? Et ça, c'était le week-end dernier. J'ai envie de pleurer rien que d'en parler. Je lui ai dit: quoi? Comment est-ce possible qu'ils me disent ça? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Un plus grand contrôle des armes à feu, c'est la mission de ces mamans militantes. Mais avec 400 millions d'armes en circulation aux États-Unis, leur combat s'annonce de taille. Chaque année, des dizaines de milliers d'Américains sont tués par arme à feu. Mais l'année 2020 a été encore plus meurtrière que les autres. Avec la menace du Covid, les Américains se sont armés à bloc. 22 millions d'armes vendues en plus et une augmentation de 30% de morts par rapport aux années précédentes. Le pays est également rythmé par le nombre de ces tueries de masse devenues tristement célèbres. Virginia Tech, Sandy Hook, Parkland ou le Pulse. Mais ces massacres ultra-médiatisés ne sont qu'une goutte d'eau en comparaison de la violence armée qui heurte de plein fouet les villes les plus pauvres aux États-Unis. Une guérilla urbaine qui laisse des parents inconsolables et des familles décimées. Peut-on encore espérer enrayer la circulation des armes aux États-Unis? Ou le combat est-il perdu d'avance? Bienvenue au pays du Second Amendement, qui compte plus d'armes que d'habitants. L'Arizona, un des États les plus permissifs en matière d'armes aux États-Unis. C'est dans ce décor de western que se trouve le plus grand centre d'entraînement de la région. « 1300 hectares dédiés à la formation des tireurs d'élite de demain, mais aussi à celle de simples citoyens voulant apprendre à se servir d'une arme. Aujourd'hui, c'est le premier jour de stage pour ces novices venus des quatre coins du pays. Bonjour à tous, je m'appelle Ken et je suis le directeur de Gunsight. Oh, mais je vous ai pas très bien accueilli. Certains viennent du New Jersey? Californie? Bienvenue dans l'Amérique libre. Si vous ne le saviez pas, nous sommes l'école de tir la plus vieille au monde. Les militaires et la police s'entraînent depuis plus longtemps que nous. Mais nous, nous entraînons des gens normaux et nous sommes fiers de le faire. Je ne dis pas que nous ne sommes pas fiers des militaires et des policiers, et même des agents de la CIA qui viennent s'entraîner ici.
Mais vous savez ce qui différencie vos entraînements des leurs? Rien, rien du tout. Nous vous enseignons la technique moderne du pistolet créée par Jeff Cooper il y a plus de 45 ans. Nous avons les meilleurs instructeurs de tous les États-Unis et ça peut paraître prétentieux de le dire, mais c'est vrai. Ils ont été sur le terrain et je peux vous dire qu'ils ont tout vu. Ici, on n'est pas là pour s'amuser. C'est un vrai camp d'entraînement et être instructeur ici n'est pas donné à n'importe qui. Bien, nous avons une tradition ici. Elle perdure depuis des années et on en est fiers. Et contrairement à certains sportifs qui refusent de le faire, nous ici, nous mettons la main sur le cœur quand nous faisons le serment d'allégeance. Donc merci de vous lever face au drapeau. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. C'est pas un super moyen de commencer la semaine, ça? Allégeance au drapeau, devant le portrait du colonel Jeff Cooper, celui qui a créé le camp d'entraînement de Gunsight en 1976. Ancien marine, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, avant de devenir un agent de l'OSS, l'ancêtre de la CIA. Sa vision, faire de l'Amérique une nation surentraînée qui saura se défendre contre l'oppresseur. Pour la modique somme de 2000 $, ces novices vont suivre une formation intensive qui va durer 5 jours. Parmi eux, Jennifer et son mari Scott. On vient juste de s'équiper. Nous allons mettre les munitions et puis attendre la prochaine étape. Chez nous, on a des pistolets et j'ai vraiment envie de savoir m'en servir. Quand je suis seule à la maison, je veux pouvoir me sentir en sécurité et pouvoir me défendre toute seule. Depuis la pandémie, de plus en plus de femmes se sont armées. La psychose de rester seule à la maison a eu raison de cette population anciennement réfractaire. Pour une femme, avoir une arme, c'est être à égalité avec un homme, tant que tu sais t'en servir. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent se sentir en sécurité et être indépendants. On y a le droit aussi. Pour les former, d'anciens marines, des snipers et des commandants d'infanterie ayant séjourné en Irak ou en Afghanistan, mais aussi l'élite de la police. Je m'appelle Eric Ingersoll et j'ai passé 30 ans dans la police en Californie. J'ai fait partie des sections d'assaut, de la brigade anti-gang. J'ai été sergent, sniper, lieutenant, en charge des équipes d'investigation dans la lutte contre les narcotrafiquants et à la brigade criminelle. Vous avez des questions? Si vous avez besoin d'aide, on est là. Ça va? D'un seul mouvement, avec la paume de ma main, j'insère la recharge. Je vais faire reculer la glissière sur la chambre et je relâche. Vous voyez ça? Vous devez faire ce mouvement. Ok, je veux que vous visiez ce point noir. Face à la cible. Feu! On enlève le doigt de la gâchette. Tenez-vous prêts. Feu! Tous ont leur raison pour venir suivre ce stage intensif. Johanna, 72 ans, a conduit plus de 20 heures de son ranch en Idaho pour se perfectionner au tir. J'ai conduit jusqu'ici toute seule en passant par le Nevada. Il n'y avait aucune autre voiture sur la route. Imaginez qu'un sale type veuille me faire du mal et me couper la route. Car ça arrive. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux pouvoir me sentir en sécurité. La raison principale est la peur, même si la plupart d'entre eux n'ont jamais été attaqués par qui que ce soit. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose? Non, pas du tout. C'est pareil que d'apprendre à nager. Tu te noies si tu ne sais pas nager. Alors tu apprends ça à tes enfants quand ils sont petits, et plus tard, ils sauront nager. L'année dernière est un très bon exemple. Tu peux être en train de conduire, et tout d'un coup, tu as une horde de personnes qui t'entourent et qui sont en train de taper sur ta voiture. Ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens. C'est un vrai problème.
Ce ne sont pas des manifestations pacifiques, ce sont des émeutes dangereuses. Comme lui, beaucoup de participants ont été échaudés par les manifestations de Black Lives Matter. En mai 2020, le pays est secoué par la mort de George Floyd. Cet homme noir, assassiné par un policier blanc. En quelques heures, la vidéo fait le tour du monde. Les manifestations contre le racisme et les violences policières s'étendent rapidement dans les 50 États, touchant 2500 villes. Le message est clair, désarmer la police accusée d'être raciste. La révolte d'une population oppressée, des débordements et des centaines de milliers de personnes dans les rues ont terrorisé une partie de l'Amérique. Il n'en fallait pas plus pour pousser des millions d'Américains à s'armer en masse. Wait for instruction, folks. Et pour le super flic à la retraite, Eric Ingersoll, cela n'est pas un problème. Au contraire. Vous pensez que la police ne suffit pas pour protéger les gens? Non, pas du tout. Surtout si vous vivez dans une zone rurale. Et depuis que la police est diabolisée aux États-Unis, les policiers ne répondent plus aux appels d'urgence. Parfois ils y vont, mais ils prennent leur temps. Et puis ils ne tentent plus d'attraper les criminels parce que ça peut se retourner contre eux et ils peuvent avoir des problèmes. Comme le stipule le second amendement, les Américains ont le droit d'être armés et de se défendre. Dans la plupart des États, ils peuvent acheter autant d'armes qu'ils veulent dans la même journée. Il n'y a pas de limite. Encore plus surprenant, ils n'ont pas besoin de savoir s'en servir. Prendre des cours de tir n'est donc pas une obligation. Un simple permis leur sera demandé si leur arme est cachée. Mais s'ils l'affichent à la ceinture au vu de tous, ils n'en ont pas besoin. C'est pour cette raison qu'il n'est pas rare de voir des hommes ou des femmes armés dans la ville voisine, comme les cow-boys d'autrefois. Prescott, c'est la ville de Wyatt Earp, le héros de la tuerie d'Oké Corral au XIXe siècle. La région est hantée par les exploits de ce justicier de l'Ouest américain. Tout un symbole. Ici, la population a voté Donald Trump à près de 80% aux dernières élections. C'est la ville typique blanche et conservatrice qui est prête à prendre les armes en cas d'attaque. Le choix de cette ville, pour le colonel Cooper, le fondateur de Gunsight, ne devait donc rien au hasard. L'homme avait tout prévu. 26 stands de tir et un entraînement pour toutes les situations et tous les types d'armes. C'est Ken Campbell, un ancien shérif devenu directeur de Gunsight, qui nous fait le tour du propriétaire. Il commence par nous montrer comment se défendre en cas de fusillade sur un parking. Les attaques en voiture sont monnaie courante partout dans le monde. Alors il faut apprendre à se servir de son arme quand on est dans sa voiture. Parce que nous y passons un temps énorme. Donc il est très important de savoir se cacher derrière et d'apprendre à s'en servir comme un bouclier. Donc vous voulez être prêt en cas d'attaque terroriste? Tout à fait. Peu importe qui est la personne, que ce soit un terroriste, un malade mental, une dispute conjugale qui dégénère, on essaie de vous apprendre à ne pas être pris de court. Pour étayer son propos, Ken Campbell tient à nous montrer l'ancienne propriété du colonel Cooper, devenue la maison témoin du self-défense. Bienvenue dans ce qu'on appelle la forteresse. Le colonel Cooper voulait créer une maison qui puisse servir de modèle pour apprendre à se protéger en cas d'attaque. Vous allez voir les aménagements qu'il avait mis en place pour que cette maison soit sécurisée. Ici, nous avons le couloir qui nous amène à la chambre parentale. Donc je peux fermer ce portail et marcher jusqu'au fond du couloir, et là je le verrouille. Donc on ne me voit presque pas et je peux tirer de façon précise.
Des portes blindées et des barreaux aux fenêtres dans toutes les pièces de la maison. Ici, tout a été pensé dans les moindres détails en cas d'attaque. Les escaliers en colimaçon ont été utilisés pour se défendre depuis le Moyen-Âge. Ils sont étroits, donc 2 personnes ne peuvent pas monter en même temps. Ça prend moins de place et c'est adapté en cas d'attaque. L'escalier en colimaçon n'est pas la seule inspiration que le colonel Cooper a empruntée au Moyen-Âge. Il y a aussi les meurtrières. Si quelqu'un arrive à la porte de la forteresse, je peux ouvrir cette fenêtre et l'observer de dos. Donc vous pouvez lui tirer dessus. Évidemment. Vous êtes la première personne à pouvoir sauver votre famille et vos enfants de l'attaque d'un criminel avant que la police n'arrive. Pensez-vous vraiment que le monde soit si dangereux? De mon expérience, et j'ai passé 35 ans dans la police, certaines personnes sont l'incarnation du mal et ne comprennent rien d'autre que l'usage de la force. Se défendre par ses propres moyens et ne compter sur l'aide de personne font partie des mythes fondateurs de la nation. Celle de l'homme blanc solitaire, survivant à des terres hostiles, en proie à des attaques de sauvages. Pour Jennifer Carlson, sociologue et historienne à l'université de Tucson en Arizona, le passé de l'Amérique est directement lié à celui des armes. Les pistolets ont été des objets fondateurs dans la création de la société américaine depuis le début. Que ce soit aux prémices de la République ou pendant la Révolution et le soulèvement contre les Anglais. On peut voir leur rôle dans la conquête de l'Ouest et le génocide contre les Indiens. Les armes sont vraiment à l'origine des États-Unis et font partie de son identité. Et cela continue de perdurer. Les westerns sont intéressants car ils consolident l'image de ce qu'on considère être un vrai Américain. C'est souvent un homme blanc et il a un pistolet. Son arme est ce qui lui permet de se confronter au monde extérieur tout en représentant l'autorité et la civilisation. Make it fast, Slippery. This is your last draw. You'll never handle guns again, Morgan. And we often see these sort of incredibly flat. Son ennemi, lui, est ce personnage incroyablement insignifiant, sans aucune personnalité, qui est soit mexicain, soit indigène, soit un homme de couleur, et qui n'est là que pour permettre au mâle blanc américain de se réaliser, de montrer sa force et son courage face à l'adversité. C'est un héros solitaire qui n'a peur de rien. What's the matter, scared? Who, me? Scared? Donc nous ne voyons pas l'extrême violence de ces actes, ni la cruauté de ce qu'a été le génocide de masse contre les Indiens. Nous ne sommes pas confrontés à cette partie de l'histoire. Nous ne voyons pas le terrible massacre de la conquête de l'Ouest. Au lieu de cela, nous avons le mythe du héros américain qui fait régner l'ordre. Et c'est un homme blanc. Retour à Gunsight. Le stage continue pour les 46 élèves. De nuit comme de jour, pendant des heures d'affilée, ils apprennent à devenir des tireurs émérites. Aujourd'hui, Jennifer et son mari Scott vont dépasser leurs limites et se retrouver tous les deux dans des situations pour le moins inédites. Tireur, êtes-vous prêt?
Oui, je suis prête. Alors allez-y. Bien joué. Pendant que Jennifer s'apprête à rejouer la bataille de Fallujah avec Matt, l'ancien marine, Bon tir. Bon tir. Scott, lui, est pris au piège dans une maison avec une dizaine d'assaillants. J'ai un homme armé, j'y vais. C'est John Hutchison, un ancien militaire, instructeur depuis 22 ans à Gunsight, qui va le guider dans sa traque. Tu dois contrôler ton arme. Scott doit tirer sur des cibles censées représenter l'ennemi, toutes plus ou moins basanées. Et le but n'est pas uniquement de les blesser. Bon, on va voir ce que tu as fait. Cet homme a un fusil. Donc il a une plus grosse arme. Donc je vais lui tirer dans la tête. John Hutchison apprend à son élève comment exécuter l'intrus. C'est pas comme dans les films. Si tu tires sur quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter. Les gens pensent que l'arme est l'ennemi, et ce n'est pas vrai. C'est lui l'ennemi. Donc je dois le neutraliser, et le meilleur moyen, c'est de lui mettre une balle entre les deux yeux pour qu'elle rentre à l'intérieur de son crâne. Si je tire ailleurs, il ne s'arrêtera pas. Mais si vous lui tirez dans la tête, ses chances de survie sont minimes. Je veux qu'il n'en ait aucune. Mais pourquoi Jennifer et Scott ont-ils besoin d'apprendre à tuer? De quoi ont-ils tellement peur dans cette bourgade d'Arizona où la criminalité est quasi inexistante? J'ai eu un problème il y a quelques années avec une personne sur mon lieu de travail. Il m'a menacé et a été violent avec moi. J'ai été porté plainte et la police m'a dit que je devais me protéger. Quand les forces de l'ordre vous disent que c'est sérieux, qu'ils n'ont pas assez de preuves pour l'arrêter, mais qu'ils pensent que les menaces sont crédibles et qu'ils vous conseillent de vous armer, vous prenez vos précautions. Le fait que la police conseille aux gens de s'armer est monnaie courante aux États-Unis. Jennifer n'aurait probablement jamais appris à se servir d'une arme si elle n'avait pas été encouragée à le faire. Même si je ne voulais pas y croire, je me suis dit, on ne sait jamais. Ça nous a poussés à sauter le pas. Et honnêtement, se servir d'une arme n'est pas difficile. Ça ne requiert pas de grandes études, mais ça peut avoir de graves conséquences si on l'utilise mal. Je ne donnerai pas une arme à un enfant en lui disant « Hey, joyeux anniversaire, vas-y, va t'amuser ». Je pense que si quelqu'un décide d'acheter une arme, il devrait être obligé de se former pour pouvoir l'utiliser. Comme Jennifer et Scott, beaucoup d'Américains pensent qu'il faudrait une loi pour obliger les gens à se former s'ils possèdent une arme, comme pour le permis de conduire. Pourtant, ce discours modéré est loin d'être politiquement correct dans la région. Chez les ultra-conservateurs, il est hors de question de toucher à ce droit inaliénable. Bien qu'il dirige le plus grand centre de formation du pays et qu'il aurait tout à y gagner, Ken Campbell est fermement opposé à toute loi, quelle qu'elle soit. Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé. Mon droit de porter une arme ne m'a pas été donné par le gouvernement. C'est Dieu qui me l'a donné. Il y a beaucoup de camps d'entraînement aux États-Unis et je recommande vivement d'apprendre à se servir d'une arme. Mais je ne pense pas que ça doive être réglementé car je soutiens notre Constitution. Ce serait hypocrite de vous dire le contraire. Ce discours est également celui de la NRA, le lobby des armes aux États-Unis, soutenu corps et âme par Donald Trump. En réalité, derrière la question des armes, se cache une fracture de la nation tout entière. Des différences irréconciliables entre démocrates et conservateurs. Certaines personnes qui sont anti-armes veulent faire voter de nouvelles lois. Mais tuer quelqu'un, c'est déjà interdit, non? Donc quel est le but? Vous punir 2 fois pour le même meurtre? Pourtant, il y a plus de morts par arme à feu aux États-Unis que n'importe où dans le monde. Non, c'est faux.
Vous pensez que c'est faux? Oui, regardez les statistiques. Regardez ce qui se passe au Mexique. Ce pays a fait des tas de lois pour réguler les armes. Regardez le taux de mortalité et comparez-le au nôtre. Nous nous sommes procurés les rapports du FBI. Contrairement aux affirmations de Ken Campbell, les États-Unis comptent 33% de crimes par arme à feu de plus que le Mexique. En réalité, de l'autre côté de la frontière, il est quasiment impossible de se procurer une arme légalement. La majorité des meurtres qui y sont commis le sont avec des armes illégales qui viennent tout droit des États-Unis. On estime que 2 millions d'armes ont été introduites au Mexique ces 10 dernières années. Yesenia Pizarro est criminologue. Elle a conduit une étude sur ce fléau. Près de 80% des personnes tuées par arme à feu au sein des 27 pays au monde où le PIB est le plus élevé viennent des États-Unis. Les armes sont réglementées par la loi, mais il existe un marché clandestin où l'on peut se procurer des armes illégalement. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aurait acheté une arme dans le sud des États-Unis, où les armes sont légales et accessibles, mais qui réside au nord. Il peut ensuite les revendre sur le marché noir. Ou quelqu'un qui achète 10 armes d'un coup, il peut aussi les revendre. Il suffit pour ça d'effacer le numéro de série du pistolet. Et si quelqu'un se fait tuer par cette arme, et que cette arme est retrouvée, la police ne tardera pas à remarquer qu'elle ne porte aucune identification et n'appartient à personne. Se procurer une arme est donc un jeu d'enfant. À chaque tuerie de masse, on semble surpris avec quelle facilité les assaillants ont réussi à s'armer, pouvant acquérir parfois un véritable arsenal en un temps record. La tuerie de Columbine en est une démonstration. 2 adolescents font un carnage dans une école, munis de carabines, d'un 9 mm et de plusieurs pistolets. Bilan 15 morts et 24 blessés. Ou encore celle de l'université de Virginia Tech, où un homme de 23 ans ouvre le feu muni de 2 armes semi-automatiques. 32 morts et 23 blessés. L'école maternelle de Sandy Hook. 20 enfants assassinés et 6 enseignants. Celle de Parkland, 17 étudiants tués. Des chiffres qui donnent la nausée. Des drames incommensurables qui ont ému la nation tout entière. As a nation, we have endured far too many of these tragedies in the last few years. An elementary school in Newtown, a shopping mall in Oregon, a house of worship in Wisconsin, a movie theater in Colorado. So we have to come together, and we're going to have to take meaningful action to prevent more tragedies like this from happening. Orlando, en Floride. Derrière ce mémorial se cache une ancienne boîte de nuit. Le Pulse était une institution pour toute la communauté gay des alentours. Elle a été le théâtre d'une des plus grandes tueries qu'aient connues les États-Unis. Brandon se souvient de chaque minute de cette nuit tragique. S'il a réussi à survivre, ses meilleurs amis, eux, n'ont pas eu cette chance. Dans la nuit du 12 juin 2016, Brandon et ses meilleurs amis, Drew et Juan, pénètrent dans la boîte de nuit. On est arrivé juste après minuit. Le drag queen était là, à l'entrée. Je lui ai donné $5. On est allé au bar, comme d'habitude. On a commandé les mêmes boissons que d'habitude. Et puis on est sorti sur la terrasse, prendre l'air. À 1h58 du matin, un homme muni d'une carabine AR-15 rentre à son tour dans le Pulse. Quelques minutes plus tard, il se met à tirer.
La soirée allait se terminer, mais Drew et son ami Juan voulaient vraiment faire une dernière danse. Je suis juste allé faire un tour aux toilettes avant d'appeler un taxi. Les toilettes étaient juste là. Tout était normal. Et puis tout d'un coup, c'est devenu inquiétant. Il y a eu des coups de feu. Au début, j'ai pas trop compris car je n'en avais jamais entendu avant. On aurait presque dit que c'était un problème de son dans la musique ou quelque chose comme ça. Et puis il y a eu un grand silence. La musique continuait, mais quelque chose n'allait pas. Tout le monde s'est tué à cet instant. Il y a eu un autre tir, et encore un autre, et ça ne s'arrêtait plus. Près de 12 personnes se sont réfugiées aux toilettes avec moi. Les visages étaient terrorisés comme s'ils avaient vu la pire des horreurs. Et donc avec ces gens que je n'avais jamais vus avant, dont je ne connais pas les noms et que je ne pourrais pas reconnaître aujourd'hui, nous avons décidé de nous enfuir. Nous nous sommes donné la main et nous avons couru. Les premiers blessés sont évacués du club. La communauté gay est directement visée. Le forcené serait ouvertement homophobe. Il aurait planifié son attaque pendant plusieurs semaines, après avoir vu 2 hommes s'embrasser dans la rue. Pendant 4 heures, plus d'une centaine de clubbers sont toujours pris au piège à l'intérieur du Pulse. Parmi eux, Drew et Juan. J'ai essayé de joindre Drew, j'ai dû l'appeler au moins 300 fois. On a d'abord trouvé Juan. Il était mort depuis plusieurs heures sur une table d'opération. Il avait reçu 9 balles. Le lendemain matin, la mère de Drew s'est rendue là où il prenait soin des familles des victimes. Ils l'ont emmené dans une pièce isolée et elle a dit « Je veux juste savoir où se trouve mon fils ». Et on lui a répondu « Il est mort, madame ». Il n'a pas eu le temps de quitter la piste de danse. Drew et Juan font partie d'une longue liste de victimes. Au total, 49 morts et 53 blessés. À l'époque, c'est la plus grosse tuerie jamais recensée aux États-Unis. Pourtant, la couverture médiatique va être moins importante que les autres. Les gens ne se reconnaissaient pas en nous, comme ils le font lorsqu'il s'agit d'une tuerie d'école. Et quand on a besoin d'aide, ça complique les choses. Les victimes avaient besoin de dons de sang. Et aux États-Unis, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes ne peuvent pas donner leur sang. Donc notre propre communauté n'a pas pu les aider. Il y a encore et toujours des obstacles qui nous empêchent d'obtenir les compensations financières et la reconnaissance que nous aurions dû avoir. Parce que nous faisons partie de la communauté LGBT, parce que c'était une soirée latine et que nous étions en majorité des gens de couleur. Tout cela nous a mis des bâtons dans les roues. Malgré ces obstacles, Brandon Wolf ne va pas rester silencieux. Il va même devenir un des activistes anti-armes les plus engagés de sa génération. Rencontre avec des hommes politiques, discours devant les membres du Congrès. Il va tout faire pour que les victimes du Pulse ne soient jamais oubliées et œuvrer pour que les survivants de cette tragédie touchent une compensation financière. Son amie Amanda en garde des séquelles physiques et psychologiques. 4 balles dans le corps et une longue rééducation pour réapprendre à marcher et retrouver l'usage de son bras droit. Mais les blessures dans sa chair ne sont pas les plus terribles à oublier. Quand je vais en soirée, je repère toujours les sorties. Je prends connaissance du lieu pour pouvoir m'enfuir en cas de besoin. J'ai toujours cette peur en moi et je me demande souvent, et si quelqu'un s'en prenait à moi? Tout ça, c'est très dur sur le plan émotionnel. Ça vous met une véritable pression. Et quand vous perdez l'un de vos amis, que votre entourage est menacé, c'est très difficile aussi. Tous ces gens sont partis mais devraient être encore là. Personne n'a le droit de vous ôter les êtres qui vous sont chers.
Il y a eu une tuerie il y a 3 ou 4 jours dans une école du Tennessee. 13 personnes ont été tuées. Et le pire, c'est que ça n'est même pas passé aux infos parce que c'est banal et que ce n'est même pas une des pires choses qui se passent dans notre pays en ce moment. Pourquoi mettrais-je un enfant au monde si je sais que pendant les 18 premières années de sa vie, il va devoir s'entraîner à se servir de son sac à dos pour se protéger des balles dans une salle de classe? This year, my mom got me the perfect bag for back to school. Pour créer un électrochoc auprès du gouvernement, une association a récemment mis en ligne cette campagne. These new sneakers are just what I need for the new year. This jacket is a real must-have. My parents got me the skateboard I wanted. It's pretty cool. These scissors really come in handy in art class. These colored pencils, too. These new socks, they can be a real lifesaver. I finally got my own phone to stay in touch with my mom. L'association propose de repérer les signes avant-coureurs chez les futurs élèves prêts à passer à l'acte. Comment l'Amérique en est-elle arrivée à une telle aberration? En Arizona, une femme a osé défier ouvertement le gouvernement. Et maintenant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre premier témoin, une gentille dame venue de l'Arizona. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher membre. Monsieur le Président, je meurs à petit feu. Ma vie sera brève, compte tenu des complications causées par ma blessure par balle. Cette soirée du 15 novembre 2004 s'annonçait si belle. Je tenais la main de mon fiancé sur notre route pour aller dîner. Nous venions de rentrer 3 jours auparavant de notre voyage de rêve aux îles Fidji, où nous avions décidé de nous marier. Et ce moment idyllique a pris fin quand quelqu'un a sorti son arme. À l'âge de 54 ans, la vie de Jennifer Langdon bascule sur le parking d'un centre commercial à Phoenix. Alexa, ferme la porte. Une balle dans le cou la rend paraplégique. Alexa, allume les lumières. Un autre projectile atteint son fiancé en pleine tête et le laisse dans un état végétatif. Hello, babies. Hello, my girl. Le couple aurait été victime d'un tir au hasard, sans mobile. Les assaillants se seraient trompés de cible. Un nombre conséquent d'Américains en sont victimes chaque année. Je ne sais absolument pas qui m'a tiré dessus. De nombreuses pistes ont été explorées par les forces de l'ordre. Mais personne n'a été retrouvé et personne n'a été condamné. Et 17 ans après, je ne sais toujours pas pourquoi. Était-ce quelqu'un qui nous haïssait tellement qu'il a voulu nous tuer? Quelqu'un qui s'est trompé et nous a pris pour une autre cible? Quelqu'un qui a tiré sans savoir et qui nous a touchés? Je n'en sais rien, mais ça ressemble aux histoires de tellement d'autres qui se font tirer dessus aux États-Unis. Vous savez, je conduisais la bonne voiture, j'avais le bon travail, j'habitais à la bonne adresse. Ce genre de choses n'arrive jamais à des gens qui habitent dans mon quartier. Je n'avais pas conscience de ce que signifie la violence armée aux États-Unis, jusqu'à ce que ça tombe sur moi. Nous ne sommes pas plus violents aux États-Unis. Nous ne sommes pas plus touchés par les maladies mentales aux États-Unis. Nous ne manquons pas de loi aux États-Unis. Mais nous avons plus d'armes à feu. C'est ça qui nous différencie du reste du monde. Jennifer Langdon était une femme d'affaires qui n'avait jamais pensé à faire de politique un jour. Mais le drame dont elle a été victime a tout changé. Elle est devenue une voix dissidente dans le paysage local et a été élue à la Chambre des représentants en Arizona.
J'ai été élue pour la première fois en 2019 et j'ai été réélue en 2021. Nous sommes élus pour 2 ans et je peux en faire 4. Mon objectif est de continuer à servir mon pays jusqu'à ce que les problèmes soient résolus. Et cela, tant que mon électorat me fera confiance. Au sein du Congrès de Phoenix, la lutte contre les armes a une résonance particulière. Voici mon bureau, où je mets tout ce qui m'inspire. De Christopher Reeves, icône du handicap, à Gabby Gifford, qui était membre du Congrès. Gabby était dans la Chambre des représentants quand un homme s'est mis à tirer. Il a tué plusieurs personnes et Gabby a reçu une balle dans la tête. Si vous regardez la photo, vous verrez la cicatrice au niveau de sa trachée. En 2011, la représentante Gabby Giffords vient d'être réélue de justesse contre un républicain. L'homme est soutenu par des extrémistes du Tea Party. Pour se venger, l'un d'eux ouvre le feu sur la femme politique. Bilan 6 morts, dont une petite fille de 9 ans, et des blessés dans un état d'urgence absolue. Je pense que chaque vie touchée par la violence des armes est une vie brisée. Et chacun d'entre nous s'en remet différemment. Moi, je pense que c'était mon destin. Je n'ai plus peur. Personne ne peut me briser plus que je ne le suis déjà. J'ai tout perdu. Et je me dois de léguer un monde plus sûr pour mon fils et pour ses enfants après lui. Mais en Arizona, où la Chambre des représentants est majoritairement républicaine, il est quasiment impossible de faire passer la moindre loi pour limiter l'accès aux armes, même les plus élémentaires. Jennifer Langdon a beau se battre, elle est accueillie avec dédain et condescendance par les autres membres du Congrès. Je vous remercie, monsieur. Comme nous le savons, un autre attentat vient de toucher une école. Les victimes viennent s'ajouter aux 321 personnes qui se font tirer dessus chaque jour aux États-Unis. Vous avez 30 secondes. Oui, monsieur. Chaque année, j'essaie de faire passer une loi sécuritaire très simple. Elle dit que si votre enfant est blessé par votre faute, parce que vous n'avez pas rangé votre arme à feu correctement, vous paierez une amende. Juste une amende. Je n'ai jamais réussi à faire passer cette loi. Et pourtant, j'essaie chaque année. Mon but est de faire voter des lois qui garantiraient notre sécurité à tous, tout en respectant le second amendement. Je pense que c'est tout à fait faisable. Et je dois y croire pour pouvoir continuer cette lutte. Mais si c'était facile, ce serait déjà fait. Et ce n'est pas simple du tout. Mais je reste persuadée que petit à petit, nous ferons la différence. Aux États-Unis, ces 60 dernières années, il n'y a pas eu de grandes avancées pour réguler les armes. Pourtant, la politique américaine regorge d'assassinats de militants et d'hommes politiques tués par balles. Le président John Fitzgerald Kennedy à Dallas, en 1963. Malcolm X, en 1965. Martin Luther King. Et le candidat Robert Kennedy, en 1968, qui pousse le président Lyndon Johnson à faire voter une loi fédérale pour réguler l'industrie des armes. Mais c'est l'attentat avorté contre le président Ronald Reagan en 1981 qui va mener à la première loi majeure. Elle s'appelle la loi Brady, du nom de James Brady, le porte-parole de la Maison-Blanche, devenu paraplégique à la suite du drame. Pendant plus d'une décennie, il se bat pour qu'une loi impose la vérification des antécédents des acheteurs d'armes à feu. Elle est finalement votée en 1993. Un an plus tard, pour limiter les fusillades, le président Bill Clinton interdit la vente libre de fusils d'assaut.
Depuis, plus rien, ou presque. Un bras de fer perpétuel entre républicains et démocrates immobilise toute négociation. Mais en 2018, la tuerie de Parkland en Floride va susciter l'indignation, suivie d'une vague d'espoir sans précédent. Des centaines de milliers de lycéens se regroupent devant le Capitole à Washington. En quelques jours, ce mouvement pacifique, appelé la Marche pour nos vies, se répand dans tout le pays. Leurs revendications, bannir les armes semi-automatiques, restreindre le nombre de munitions, renforcer le contrôle. Le discours d'Emma Gonzalez, qui a survécu à la fusillade, devient viral sur les réseaux sociaux. 6 minutes and about 20 seconds. In a little over 6 minutes, 17 of our friends were taken from us, 15 were injured, and everyone, absolutely everyone, in the Douglas community was forever altered. Le mouvement lycéen devient politique et interpelle les dirigeants sur leur inaction. When people try to suppress your vote, and there are people who stand against you because you're too young, we say no more. When politicians say that your voice doesn't matter because the NRA owns them, we say no more. And to those politicians supported by the NRA that allow the continued slaughter of our children and our future, I say get your resumes ready. Résultat, les lycéens de Parkland vont conduire au boycott des entreprises qui soutiennent la vente d'armes, inciter les jeunes à voter en masse et obliger le gouvernement à débloquer des millions de dollars pour la prévention. Du jamais vu aux États-Unis. Mais que reste-t-il de cette promesse 4 ans plus tard? La lueur d'espoir qu'avait suscité Parkland a-t-elle réussi à survivre à l'ère de Donald Trump? Vous vous rappelez le nombre qu'on était, alors qu'il n'y avait quasiment personne les années précédentes? On pensait accueillir 5 000 personnes et on a vu déferler 25 000 à 30 000 personnes, rien qu'à Phoenix. Nous avons été débordés. À Phoenix, Jacob et Jordan ont été des piliers du mouvement. Aidés par Jerry Hills et Billy Fidlin, des activistes de la première heure. Ensemble, ils ont fait l'objet de menaces et d'intimidations. En Arizona, on ne touche pas au second amendement. Je crois que c'est la première fois qu'on se réunit depuis la pandémie, donc bienvenue et ravi de vous voir. On va rattraper le temps perdu. Je sais que tu viens de reprendre les cours et toi, ton semestre vient de se terminer. Comme vous le savez, on parle souvent de ce qui se passe au Parlement. Et là, nous sommes tous abasourdis. Ils ont adopté une loi sur les armes, je crois. Effectivement. La loi sanctuaire du second amendement a été signée. Et après 25 ans à se battre pour qu'il y ait un plus grand contrôle des armes à feu, ça fait mal. Ici, la loi vient de passer. L'accès aux armes est désormais total et il n'y a plus aucune restriction. L'État a même décrété ne plus obéir à aucune loi fédérale, même si c'est totalement illégal. Comment prenez-vous cette nouvelle? Vous qui avez été si fort et qui vous êtes tant battu pour la réglementation des armes à feu. Que reste-t-il de votre mouvement? Les jeunes votent aujourd'hui plus que jamais. Et c'est en partie grâce à nous. L'Arizona est devenue démocrate et cela vient de tout le travail que nous avons accompli en les mobilisant et en les incitant à voter. Même si le pays est devenu démocrate, l'empreinte pro-armes laissée par Donald Trump a coupé l'herbe sous le pied au mouvement. Le lobby des armes est formé par les fabricants d'armes, par la NRA, et par des groupes comme les Proud Boys et d'autres milices similaires. Ces mouvements qui sont encouragés par Trump et ses supporters sont craints par les conservateurs. Les républicains sont tellement apeurés qu'ils n'osent plus voter aucune loi anti-armes. Donc tout est gelé à Washington.
Malheureusement, au niveau des lois, c'est de pire en pire. Vous savez, la culture des armes se popularise de plus en plus ici. Les gens achètent des armes parce qu'ils sont autorisés à le faire. Et franchement, je crains que l'on ne voit jamais le changement que nous espérons. Les fous des armes ont donc gagné la partie. Jamais l'Amérique n'avait eu autant de gens armés sur son sol depuis sa création. Arivaca, à quelques kilomètres de la frontière mexicaine. Située le long du mur qu'avait commencé Donald Trump, cette zone désertique est l'épicentre d'une lutte entre milices armées, clandestins et cartels. Matt, c'est toi le tracker. Tiens, encore ici. Et là, dans l'herbe. Ici. Je sais que c'est une femme. Et un grand gaillard. Plusieurs fois par an, Tim Foley et ses hommes s'entraînent à traquer. Leur objectif, capturer les hommes et les femmes qui traversent la frontière pour y trouver refuge. Je traque souvent seul. Je suis en train de conduire et je croise un groupe de gars cachés dans les buissons. Alors je m'arrête et je crie « Tucson ?» Et ils se mettent à crier aussi « Oui, Tucson !» Je leur dis « Montez !» Ils montent à l'arrière et j'appelle la police des frontières pour leur dire où je suis, dans quelle direction je roule et où me retrouver. Et ils m'attendent, sur place. Et là je leur dis « Désolé les gars, pas de Tucson cette fois. » Enfin si, je les dépose à Tucson, mais pas là où ils voudraient. Ces miliciens entendent assurer la protection du pays et épauler la police des frontières jugée défaillante. Légalement, ils ont le droit de le faire, tant qu'ils remettent leur proie à la police dans un délai court. Ils nous ont même pas vus. Ils ont regardé par ici? C'était quoi? La police des frontières. Nous, on s'est réveillés à 6 h du matin aujourd'hui et hier aussi. Et on continue. On s'arrête quand le chef nous dit de nous arrêter. Parfois, on part en opération. On quitte le camp en pleine nuit et on attend au sommet de la montagne. On ne rentre que le lendemain. Ils en sont persuadés. Ils doivent se défendre contre l'oppresseur venu envahir leur pays. Même s'ils doivent y risquer leur vie. Chaque individu et chaque nation a le droit de se défendre. Ne serait-ce que pour laisser un endroit sûr à ses enfants. En général, une civilisation ne dure que 250 ans. Puis la nation s'effondre. Et seriez-vous prêt à combattre? J'y serais obligé. Vous faites ce que vous avez à faire pour protéger votre famille. Il faut analyser la situation et voir si des choses dégénèrent vite. Il faut toujours être vigilant. Sans que ça vous gâche la vie, mais pour y être préparé. C'est comme l'assurance d'une voiture. Ces hommes sont pour la plupart d'anciens militaires surentraînés aux armes. Des vétérans d'Irak ou d'Afghanistan, rentrés au pays désabusés et atteints de stress post-traumatique. Ils ont trouvé une raison de vivre auprès de Tim Foley, un ancien conducteur de travaux dans le BTP, qui a tout perdu pendant la crise des subprimes. Fervent admirateur de Donald Trump, il fait partie des extrémistes qui ont envahi le Capitole en janvier 2021. Il y a une justice aux États-Unis, mais elle n'appartient qu'aux riches, qu'aux puissants et aux hommes politiques. Pas aux petites gens comme nous. Ce sont des gens comme nous qui payons les pots cassés. Durant le premier mois qui a suivi l'élection de Biden, 5 millions d'armes à feu ont été vendues. En un seul mois.
Aux États-Unis, il y a plus d'armes à feu entre les mains des citoyens que dans les 26 plus grandes armées du monde réunies. C'est pour ça que le gouvernement ne veut pas nous emmerder. La Constitution, créée par les pères fondateurs, est facile à respecter. Elle est simple et concise. Elle est là pour nous protéger du gouvernement s'il devient trop tyrannique. Et là, il commence à nous pousser à bout. La bourgade d'Arivaca compte à peine 700 âmes. Et le premier poste de police est situé à plus de 2h30 en voiture. Pour cette raison, certains habitants sont rassurés par la présence des milices dans la région. Ils nous protègent. Non seulement ça, mais ils protègent et sauvent ceux qui viennent ici illégalement. Il y a 2000 gitans qui viennent de se faire arrêter. Il y avait des Iraniens, des gens de l'Afghanistan. Qui c'est qui traverse nos frontières? Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ce discours. Et le village est archidivisé sur la question. Beaucoup de gens ici sont contre eux. Ces mecs n'ont jamais vu quelqu'un d'assoiffé, d'affamé, qui ne demande qu'à être aidé. Ils ne pourraient pas leur donner un peu d'eau, un sourire, plutôt que de les chasser et de les livrer à la police? Dans la région, beaucoup jugent ces milices racistes. Et dans certains commerces, Tim Foley et ses hommes ne sont tout simplement pas les bienvenus. Car la petite ville d'Arivaca a été le théâtre d'un drame terrible qui hante encore tous les esprits. C'était une milice qui a fait ça. Et comme les gens du coin pensent que je suis aussi une milice, je n'aime pas venir ici, car ils vont se demander ce que je fais là. Et vous voyez, ces voitures n'ont pas bougé depuis le drame. Le 30 mai 2009, 3 membres d'une milice pénètrent dans cette maison, censée être la propriété d'un trafiquant de drogue mexicain. Ils ouvrent le feu. Un homme et sa fille de 9 ans sont tués sur le coup. Sa femme va appeler les secours. L'enregistrement qui va suivre témoigne de la violence de la scène. 911, where's your emergency? No, somebody just came in and shot my daughter and my husband. They shot them? How old is your daughter? She's 10. 10? And where were they shot? In the head. In the head. They're coming back in. They're coming back in. Hello? Are you still there? Are you okay? I can't even move. I've been shot myself. Okay, where were you shot? I think I'm shot in the leg. I'm not sure. Ma'am, please, hurry. Ce carnage en bonne et due forme démontre la dangerosité des milices armées. Quand de simples citoyens décident de faire justice eux-mêmes, sans aucun contrôle. Même si Tim Foley tient à se démarquer de ses prédécesseurs, pour lui, il y a 2 poids, 2 mesures. Les médias en ont fait une tonne. Juste parce que, oh mon Dieu, ce sont des milices qui ont fait ça. Mais l'été dernier, un trafiquant dans la région s'est disputé pour $400. Et le type a tué une mère et sa fille. Il les a tués toutes les deux, mais personne n'en parle. Parce que ça n'arrange personne. C'est comme si le mot d'ordre était « les milices, c'est mal, les autres, on ne dit rien ». Tim Foley en est certain. Sans lui, la région serait une zone de non-droit, envahie par les cartels. Seul contre tous, il a décidé de se battre jusqu'à la mort. Vous voyez ce type qui descend de la colline? Il a une crosse. Là, c'est son fusil. Et là, il a des cartouches de rechange. C'est une guerre. Et c'est comme ça que le pays s'est construit. Les citoyens doivent se réveiller et protéger leur famille. C'est ce que nous faisons.
Le droit accordé aux citoyens américains de posséder une arme, une milice bien organisée pour contribuer à la sécurité d'un État libre, sont au cœur du Second Amendement. Mais pour beaucoup, ces quelques phrases inscrites dans la Constitution trouveraient leur origine dans le passé raciste des États-Unis. L'historienne Jennifer Carlson en est persuadée. Les milices dont parle l'article 2 étaient les patrouilles qui contrôlaient les esclaves. À cette époque, la milice d'État était la patrouille des esclaves. Autrement dit, si le gouvernement fédéral, en vertu de la Constitution des États-Unis d'Amérique, n'avait pas donné le droit à l'État d'avoir une milice, ou, en d'autres termes, d'avoir une patrouille d'esclaves, cela aurait remis en cause le système entier d'esclavage qui était inhérent à la création des États-Unis. Il y avait une peur grandissante chez les Blancs que les esclaves se rebellent et fassent une insurrection contre eux. Et sans les patrouilles d'esclaves, les Blancs craignaient de ne pas être en mesure de résister face à tant de pression. Sans une milice armée, comment contrôler plus d'1 million d'esclaves sur le sol américain? La peur d'une révolte va se concrétiser avec la rébellion de l'esclave Nat Turner. En 1831, en Virginie, l'homme va mener une insurrection sanglante contre ses maîtres blancs. Les représailles des milices vont être terribles. Nat Turner est et des centaines d'esclaves sont massacrés à titre d'exemple. Les représailles ont été d'une cruauté sans nom. Et cette violence contre les Noirs, nous la retrouvons aussi bien chez les patrouilles d'esclaves que dans la brutalité des milices blanches au lendemain de la guerre civile, comme le Ku Klux Klan. Nous la retrouvons dans les lynchages des années 60 et nous la voyons toujours aujourd'hui dans des contextes d'autodéfense au cours desquels les Afro-Américains sont toujours les perdants. Tous ces gens qui, au nom de la loi, pensent agir correctement pour se protéger et se défendre, mais qui finalement ne font que refléter le racisme dont a toujours fait preuve le peuple américain. Ces 2 dernières années ont été marquées par des actes d'une grande violence sur la communauté afro-américaine. Des arrestations qui dégénèrent, des abus de pouvoir d'hommes blancs sur des noirs. Comme Philando Castile, qui se fait arrêter pour un feu arrière défectueux et qui prévient qu'il a une arme légale dans la voiture. Breonna Taylor, tuée par des policiers dans son sommeil. Ou encore Ahmaud Arbery, qui faisait son jogging quand il a été assassiné par 3 hommes blancs qui le prenaient pour un voleur. Des meurtres en cascade qui ont rappelé les pires heures de la ségrégation. Ces crimes ont traumatisé la communauté noire et beaucoup n'ont pas hésité à s'armer en réaction. Comment ça va? Sympa de te revoir, mec. Monsieur Smith, je m'appelle Trinity Jones. Ravi de vous rencontrer. Alan, je suis agent de sécurité. Bonjour, voici ma carte. Parfait, merci. Tu fais partie de la NAGA? Pas encore. Oh, t'abuses. Je sais. Philip Smith dirige NAGA, la plus grosse organisation noire d'armes à feu qui compte 40 000 membres aux États-Unis. L'engouement des Afro-Américains pour les stands de tir est un phénomène nouveau. Il y a 5 ans, la NAGA ne comptait que 5 membres. Il faut dire qu'historiquement, les Afro-Américains n'ont pas la culture des armes, à quelques exceptions près. Pourquoi vous portez un t-shirt sur les Buffalo Soldiers? Oh, pour une raison historique. C'est en référence à la 9e cavalerie des Buffalo Soldiers, un régiment de Noirs qui avait fui l'esclavage. Contrairement à ce qu'on nous a toujours dit, notre communauté sait aussi manier les armes. Et nous devons en être fiers. Être fier de son héritage culturel, c'est justement la raison pour laquelle Philip Smith a pris les armes. Car rien ne prédisposait cet ancien chef d'entreprise, ayant étudié dans une des meilleures universités, à rivaliser un jour avec la NRA.
C'est mon arme préférée. C'est un MK-18 de Daniel Défense. Il mesure 27 cm. Son système de charge est parfait pour ne pas se brûler les mains. Si tu veux protéger ton foyer et protéger ta famille, comme moi, c'est une super arme à avoir. Au cours des 18 derniers mois, on a constaté une augmentation de 58% des ventes légales d'armes au sein de la communauté afro-américaine. On doit être environ 14 millions d'Afro-Américains sur le territoire à posséder une arme. Ça fait beaucoup, 14 millions. Pour moi, la pandémie a été l'élément déclencheur. Ça, en plus des tensions raciales et politiques qui polluent le pays actuellement, je ne vais pas dire que c'est la renaissance de la communauté afro-américaine. Je dirais plutôt que c'est un éveil, parce que nous n'avons jamais eu autant de Noirs possédant une arme aux États-Unis en même temps. En tant qu'Afro-Américain, vous n'avez pas peur de vous faire tuer par la police parce que vous portez une arme? La pire chose que l'on puisse faire en tant qu'Afro-Américain, quand l'un des nôtres se fait tuer, c'est de prendre cette arme et de dire « Vous savez quoi? Nous n'avons pas le droit de la porter parce qu'un policier a tué l'un des nôtres, juste par racisme ou par manque d'entraînement. » Dans les deux cas, c'est inacceptable. Mais la pire des choses que je puisse faire, ça serait de dire que je ne mérite pas cette arme. Mes ancêtres, Harriet Tubman, les Buffalo Soldiers, les pilotes de Tuskegee, les Black Panthers, les diacres pour la défense et la justice, Nat Turner, tous ces hommes et ces femmes noires sont morts pour rien. Quand un noir se fait tuer, nous devrions tous porter une arme dès le lendemain. Historiquement, les Afro-Américains ont été éduqués dans l'idée que notre communauté n'a pas besoin d'armes. Il n'y a que chez nous que l'on grandit comme ça. Pensez-y juste 2 minutes. Nous n'avons pas besoin d'armes pour nous protéger. Mais autour de nous, tout le monde en a. Quel imbécile faut-il être pour croire à ces foutaises? Et après ça, les gens se demandent pourquoi des Noirs se font encore agresser pendant leur jogging du dimanche. Quand ils regardent une maison, ils ne demandent rien et se font tuer. Pourquoi ce genre de choses arrive? Parce qu'on continue de penser, ok, ce n'est pas grave si on est des cibles faciles. Effectivement, aux États-Unis, les Noirs américains ont 18 fois plus de risques de se faire tirer dessus et 10 fois plus de risques de se faire assassiner avec une arme à feu qu'un homme blanc. Newark, dans le New Jersey. Cette ville qui jouxte les quartiers chics de Manhattan en est l'exemple concret. Majoritairement noire et infestée par les gangs, la pauvreté et la violence y sont endémiques. Malgré des lois drastiques contre les armes, ici une personne meurt d'une balle dans la tête tous les jours de l'année. Rutgers est le plus grand hôpital du New Jersey. Le centre de réanimation est presque exclusivement réservé aux blessés par arme à feu. Et les chirurgiens qui y opèrent sont des spécialistes de ces traumatismes balistiques. Dashawn Ware a été opéré ici il y a 1 an. Toc toc. Hey, entrez. C'est le docteur Stéphanie Bonny qui l'a sauvé. Comment ça va? Bien. On fait comme ça maintenant. Asseyez-vous. Comment allez-vous? Ça a été un long parcours. Comment ça va aujourd'hui? Quoi de neuf? Je viens juste d'avoir une nouvelle opération. Vu qu'on n'était pas arrivé à me recoudre l'estomac tellement il était gonflé. Je peux regarder comment ils ont fait? Bien sûr. Donc ça c'est la cicatrice. C'est bien fait. Vous avez subi une colostomie? Non, jamais. Ça c'est l'impact de la balle. Exact. Elle m'a détruit l'estomac. Je suis comme un puzzle, mais je suis vivant. Dashawn a pris 6 balles dans le corps en protégeant son frère à la suite d'un règlement de compte. Il a réussi à être sauvé in extremis. Tous ceux qui prennent une balle dans l'abdomen subissent la même opération. Donc, dans son cas, on lui a reconstruit le ventre, au moyen de peau provenant d'autres parties de son corps. Au départ, il y avait tellement de dégâts au niveau du ventre qu'on a préféré ne pas y toucher et le laisser ouvert. Pendant 6 mois, dès qu'il regardait son ventre, il pouvait voir ses intestins. En gros, je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. J'ai reçu une prothèse permanente pour m'aider à marcher, et si je l'enlevais, je ne pourrais plus me déplacer. Ça, c'est une autre balle. J'étais blessé au bras, j'ai reçu une greffe de nerfs pour que ma main puisse refonctionner.
Je suis encore en réparation, si on peut dire. Tout n'est pas terminé. La prothèse au pied sera permanente. On peut toujours réopérer la main. Il y a toutes ces cicatrices visibles et il y a les cicatrices émotionnelles aussi. Pour être honnête, il va me falloir toute une vie pour me reconstruire. Venez, prenez soin de vous. Merci. Tu fais les meilleurs câlins. Stephanie Bonnie est une des plus grandes spécialistes en chirurgie traumatologique aux États-Unis. Arrivée à Newark il y a une dizaine d'années, elle est devenue une experte des blessures par arme à feu. Rares sont les gens qui comprennent les conséquences d'une blessure par balle. La plupart du temps, on compte les morts. Mais on ne s'intéresse pas à ceux qui en réchappent et qui restent en vie. Et cela concerne énormément de gens. Et bien souvent, les gens ne sont plus jamais pareils après un tel événement. Ils ont de nombreuses blessures physiques dont ils ne peuvent pas guérir. Certains doivent être amputés. Certains ont des hernies et doivent vivre avec des poches suite à des colostomies. Toutes ces choses changent la vie. J'ai travaillé dans plusieurs villes du pays, mais à Newark, j'ai vu tellement de violence. C'était la première fois que j'y étais autant confrontée et que le nombre de blessés était aussi impressionnant. Stephanie Bonnie garde toujours des liens avec les patients qu'elle a sauvés. Bonjour toi. Peu importe leur passé ou leur présent. Tu as le meilleur des papas. Elle est parfaite. Carter volait les trafiquants de drogue. Il l'a chèrement payé. On vous a tiré dessus 25 fois? En tout, oui. 18 fois en 2016 et 7 fois en 2018. Tout a bien guéri? L'opération sur le ventre, c'est la première ou la deuxième fois? La première fois. Ok. Et tout ça, c'est la deuxième, c'est ça? Ici, ici, et sous le bras, et dans le dos aussi. 1, 2, oui, partout. Carter en a gros sur la conscience. Par sa faute, son frère et sa petite amie ont été assassinés. Quelques mois avant sa mort, son frère, le rappeur Adonis, avait écrit un titre prémonitoire. Il y décrivait la guerre des armes qui sévit à Newark et la mort de tous ses amis. Lost a lot of friends and family in my city that give you no right to judge me. It's just ugly in my city. Every day somebody dying, every day somebody crying. Kids be crying out for help, they mom and dad don't pay no mind to them. Depuis, un contrat est toujours sur la tête de Carter et il a été forcé de quitter le New Jersey. Il écrit des poèmes et va dans les écoles pour faire en sorte que les nouvelles générations ne suivent pas le même chemin que lui. C'est le tout premier poème que j'ai écrit. I can still hear Kelly's last scream so vividly in the back of my mind. I can still see Eri's last moments on the stretcher, me and my mother and sister all standing around. They say time heals all pain, but that must be a quote that just sounds good, cause every day my pain seems to hurt me deeper. And no, I don't need pity, cause I would never let the devil break me. I'm too strong, I'm not weak. I just refuse to talk to a therapist who's a stranger, so I spilled my bitter and angry thoughts on his sheet. Oh, je suis fière de vous. Tout le monde devrait entendre ça. La violence armée ressemble à une maladie infectieuse. Un peu comme la grippe, vous savez, une personne l'attrape et puis une autre et encore une autre. Et vu le nombre de personnes concernées, on peut parler d'une véritable épidémie. Si la violence des armes n'est pas un phénomène nouveau dans les ghettos, elle se propage comme la gangrène sur le reste du territoire. Jacksonville en Floride. Cette ville typique de la classe moyenne américaine n'y fait pas exception. Ici comme partout, l'épidémie a décimé une partie de sa jeunesse et redistribué les cartes de la famille. Crystal, 56 ans, élève ses petits-enfants depuis la mort brutale de sa fille. Comme elle, de nombreux grands-parents ont remplacé les parents à la sortie des écoles. C'est une conséquence directe de la guerre des armes.
Quel âge avait-il quand vous avez dû vous en occuper? Rory avait 5 ans. Il venait de fêter ses 5 ans en février. Et Royce n'avait que 23 mois. Oui. À un mois de fêter ses 2 ans. Donc c'est mon bébé. Et ça a été dur d'accepter qu'elle m'appelle maman au lieu de l'entendre m'appeler mamie comme les autres petits-enfants. Ici, c'est un peu notre tableau de famille. Et là, c'est la dernière photo qu'on a faite tous ensemble. C'était pour mes 50 ans. On a pu immortaliser ce moment sans savoir que c'était le dernier où on serait tous réunis. J'ai eu 4 enfants biologiques et j'en ai perdu 2. Crystal était à la tête d'une famille soudée. Elle travaillait avec ses 4 enfants. Leur business était florissant. L'archétype du rêve américain. Jusqu'au jour où sa fille Jenea décide de divorcer. En secret, pendant plus de 2 semaines, son gendre va organiser un massacre. Alors qu'il n'a jamais touché à une arme de sa vie, il se procure un pistolet illégalement. À quelques minutes d'intervalle, il abat Jenea et son frère Putter. Son intention ce jour-là était de tous nous tuer. Le procureur m'a montré ce qu'il avait découvert. Il m'a expliqué que mon gendre n'avait pas juste tué mes enfants, mais qu'il les avait exécutés. Un drame qui à l'époque a bouleversé la ville. Un drame de trop. Je suis devenue un porte-parole au sein de ma communauté malgré moi. Malheureusement, des personnes que je connaissais ont commencé à m'appeler parce qu'elles avaient vécu la même chose que moi et qu'elles avaient perdu un être cher. Elles me disaient, « Vous savez, Crystal, ma mère, ma sœur, mon amie, ma cousine a perdu un enfant suite à la violence des armes. Pourriez-vous venir et lui parler? On ne sait pas quoi lui dire. » Depuis, Crystal organise des groupes de parole pour tous les parents de la communauté qui ont perdu un être cher. Hé, Latasha, ma chérie, j'aime bien assaisonner mes plats, j'en mets beaucoup. Ok, maintenant je le saurai. Pour que ces vies assassinées soient plus qu'un souvenir sur un t-shirt. On ne va pas remuer ce qui fait mal, on va juste parler. On essaie tous de gérer comme on peut cette souffrance. Et c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Comment vous l'avez vécu? Comment est-ce que les armes ont changé vos vies et fait que vous soyez là aujourd'hui avec nous? Il y a une chose que la mort de Jordan m'a apprise. Une fois que tout est terminé, que vous vous retrouvez seul, sans les caméras, sans personne, que vous n'avez plus personne pour venir vous réconforter, que la pièce est vide, que vous devez faire face à la réalité, affronter cette douleur. C'est là que vous vous demandez ce que vous allez faire. Vous allez vous replier sur vous-même, rester au fond de votre lit pendant plusieurs semaines, ou oser sortir et aller de l'avant, et faire en sorte que ce drame aide d'autres personnes à se relever de tout ça. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai rencontré Latasha Hobbs. Elle n'avait pas encore trouvé sa voix. Je lui ai dit, Latasha, fais-moi confiance. Je vais t'aider à trouver ta voix. Je me suis battue à tes côtés avant même que tu connaisses mon prénom, Ron. Je me rappelle être assise avec mon fils Maurice et ma fille sur le canapé, en train de regarder l'histoire de ton fils aux infos. Et Maurice m'a dit, maman, ça aurait pu être moi. Et quand j'ai entendu ça, vous savez, ça m'a fait ce truc dans le ventre. Je me rappelle avoir dit à mon fils que ça ne lui arriverait jamais. Et me voilà.
Je suis reconnaissante qu'après le décès de Maurice et Jordan, tu m'aies soutenue, Ron, et que tu m'aies pas lâchée. J'avais besoin de toi, et je sais que Maurice et Jordan le savaient. Je t'aime, Ron. Je me rappelle cette matinée où Latasha m'a téléphoné. À l'autre bout du fil, elle m'a dit « Rhonda, ton neveu est mort. » Je n'oublierai jamais cet appel de ma vie. Je me souviens m'être écroulée sur le sol. Et je me souviens t'avoir dit que je ne voulais jamais ressentir cette douleur. Et 1 an et demi plus tard, nous étions de nouveau ensemble. Latasha était à l'hôpital avec moi, car cette fois, c'était mon fils qui venait d'être assassiné. Alors que 6 mois plus tôt, on fêtait la vie de Maurice dans la rue où mon fils vivait. Et je me souviens qu'il m'avait serré si fort dans ses bras, et que je lui avais dit que jamais je ne voulais le perdre. Et voilà, nous sommes tous ici maintenant. On ne sait toujours pas qui a tué mon fils. Il est mort sur le porche d'entrée, avec des gamins qui l'ont piétiné en essayant de sortir de la maison. Il y avait 50 ou 75 adolescents à cette fête et personne n'a rien vu. Et encore aujourd'hui, personne ne sait rien. Une douleur insurmontable, à laquelle vient s'ajouter l'horreur de ne pas savoir pourquoi leurs fils sont morts, ni qui les a tués. Car des années après le meurtre, ses parents sont contraints de distribuer des flyers et de mener l'enquête seuls, pour que le moindre indice les mène un jour à la vérité. Seul Ron Davis connaît l'assassin de son fils et le mobile du meurtre. L'histoire de Jordan, 17 ans, a été très médiatisée. Un documentaire lui a été consacré. En 3 minutes et demie et 10 coups de feu, Michael Dunn, 50 ans, l'a exécuté. Pour une raison qui dépasse l'entendement. Il y a 4 gamins dans une voiture qui arrivent à une station-service. Michael Dunn a baissé sa vitre et a dit aux gamins de baisser le son. La musique l'embêtait et il a décidé de régler le problème. Il s'est penché vers la boîte à gants, a sorti son arme, a fait glisser le cran vers l'arrière, il s'est retourné et s'est mis à tirer sur un véhicule rempli d'adolescents. Les gamins ont essayé de faire marche arrière et de sortir de là. Il a couru à l'arrière de sa voiture, s'est mis en joue et a commencé à tirer 4 autres balles dans la voiture. Il a tiré 10 balles dans la voiture pour essayer de tuer tout le monde, mais il ne touchait que mon fils. 2 fois. Mais ce qu'il y a de pire, c'est qu'il a demandé aux inspecteurs de police s'ils pensaient qu'il allait avoir besoin d'un avocat. Il leur a dit, vous comprenez, ces gosses avaient la musique à fond, je suis sûr que l'un d'entre eux avait un pistolet sur lui. Il a dit qu'il était sûr que mon fils était armé. Armé. Ils lui ont dit, monsieur, nous n'avons trouvé aucune arme, rien. Il aura fallu 17 mois et 2 procès pour que l'assassin soit condamné à la prison à perpétuité. Mais pour le père de Jordan, la libre circulation des armes est la véritable cause de la mort de son fils. Tu vois, il ne se serait pas senti invincible, tout comme la plupart des gens qui tuent ne se seraient pas sentis invincibles s'ils n'avaient pas eu d'armes. Normalement, ils se calmeraient tout seuls, mais avec une arme, ils se sentent fiers et courageux. Et quand ils se trouvent dans une situation délicate, ils se croient tout permis parce qu'ils sont armés. Que pensez-vous des gens qui disent que le problème n'est pas l'arme, mais la personne? Je dis que c'est toujours la faute de l'arme. C'est la faute de l'arme car les fabricants produisent des milliards d'armes. Et où cet argent part-il? Au Congrès, au Sénat, aux gens qui font les lois. Pour que les armes continuent d'exister, juste pour ça. Il existe des sociétés comme la CCA, qui est l'union chargée des prisons privées aux États-Unis. Alors ils se demandent comment remplir une prison. Eh bien en donnant aux gens qui ne devraient pas être armés plus d'armes pour qu'ils s'en servent et aillent en prison. L'Amérique compte 2,63 millions de prisonniers. 1/4 des détenus dans le monde sont incarcérés ici, aux États-Unis. Tout ça, c'est du business. Le business des armes a donc de beaux jours devant lui.
Et en Arizona, où l'on vit avec la peur au ventre et l'arme à la ceinture, c'est plutôt une bonne nouvelle. À Gunsight, la semaine de stage se termine pour nos passionnés de la gâchette. Jennifer et son mari Scott ont gravi tous les échelons et sont maintenant prêts pour l'attaque. Mais ici, on réfute cette image et on se targue d'être une organisation non violente, voire pacifiste. Son créateur, le colonel Jeff Cooper, avait même créé une technique pour apprendre aux élèves à ne pas se servir de leurs armes, avec un code couleur qui définit le degré de risque avant de dégainer. Vous allez faire un tour de 180 degrés, 2 tirs, 2 tirs, 2 tirs. Et souriez, c'est marrant. Ed, un ancien super flic à la police des frontières, 60 000 arrestations et une quinzaine de morts à son actif, nous en fait la démonstration. Il y a eu des centaines de fois quand je patrouillais où j'ai crié « Non !» ou « Stop !» et où j'ai empêché mes agresseurs de sortir leur pistolet ou leur couteau. Mais si j'ai pu le faire, c'est parce que je savais ce que je faisais, que j'étais plus rapide qu'eux et que je savais ce qui se passait autour de moi. Et donc ça m'a empêché de leur tirer dessus. Mais ça, c'est grâce à ce que j'ai appris ici, à Gunsight. Ça a changé ma vie, ça m'a sauvé. Plus qu'un camp d'entraînement, Gunsight propose un style de vie. Évaluer le danger sur une échelle de 1 à 10, dissuader l'agresseur en lui criant dessus, répéter l'opération et l'abattre sur le champ s'il n'obéit pas. Car une fois le stage terminé, ces hommes et ces femmes ont tous l'intention de porter une arme en permanence. Et gare à ceux qui voudraient les en empêcher. On n'aime pas que le gouvernement menace de nous retirer nos armes. On n'aime pas ça du tout. Il essaye de nous faire passer pour des terroristes. Je suis un ancien policier, un ancien militaire. J'ai une arme, un drapeau du pays dans mon jardin. J'ai voté pour Donald Trump, et donc je suis un terroriste. Voilà, l'histoire recommence. Comme avec les Allemands et les Juifs. Vous identifiez un groupe de gens et vous les stigmatisez. Vous leur ôtez leurs droits et vous les mettez dans des trains. On ne se laissera pas faire. Ce pays pourrait connaître une autre révolution. Je ne l'espère pas. Je prie pour que ça n'arrive pas. Mais ça reste possible. Est-ce que la situation est vraiment aussi grave? Je ne veux pas que les États-Unis deviennent la Syrie ou Beyrouth. Je ne veux pas que ça arrive. Alors mieux vaut prendre ses précautions. Un pays coupé en deux. Une division profonde. Alors qu'une partie de la population lutte contre la propagation des armes à feu, les nouveaux diplômés de Gunsight vont être encouragés à trouver de nouvelles recrues, jusque dans leur propre famille. Avant tout, laissez-moi vous remercier. Merci d'être resté vigilant. Vous vous êtes entraîné avec des armes et vous avez fait des choses que vous n'aviez jamais faites auparavant. Vous avez tiré 2 jours, 2 nuits, dedans, dehors, et vous êtes resté en vie. Merci. Quand vous retournerez à votre vie de tous les jours, influencez les jeunes à se servir des armes. Il y a beaucoup de jeunes ici, mais il nous en faut plus. On en a besoin pour défendre la Constitution, nos droits et le deuxième amendement. Et si vous enseignez à ces jeunes à être responsables avec une arme, ils sauront être responsables dans la vie en général. Pour finir, une citation. J'ai été un shérif républicain respectable. Je n'aime pas les démocrates, mais je vais citer Harry Truman. Travaillez dur, faites de votre mieux, tenez parole et ne visez pas trop haut. Croyez en Dieu, n'ayez pas peur et n'oubliez jamais vos amis. Les amis, je vous retrouverai un de ces jours à Gunsight. Une rhétorique aux allures de secte qui allie les valeurs chères aux Américains. La foi, la famille, la patrie et les armes pour se défendre. Faire régner l'ordre et la justice, en espérant que la loi du talion ne se transforme pas un jour en guerre civile.